Les mardis de l'info, 19h, 20h avec Stéphane Salzman. Bonsoir. S'en prendre à un élu, c'est s'en prendre à la République entière, nous disait un membre du gouvernement récemment. Souvenez-vous, Jean-Mathieu Michel, c'est ce maire percuté volontairement par une fourgonnette dont le conducteur était pris en flagrant délit de dépôt de déchets sauvages. Jean-Mathieu Michel ne survivra pas. La ville de Signes, 3000 habitants seulement, une ville qui est située dans le Var, est sous le choc. Souvenez-vous aussi de ce maire qui a subi une autre attaque, le maire de Villeneuve-de-Marcq, en Auvergne-Rhône-Alpes, 1200 habitants, c'est pas grand-chose. Bien pourtant, ce maire a été donc percuté volontairement avec son fils par un administré en voiture. Les actes de malveillance se multiplient ces dernières années et nos élus normands ne sont pas à l'abri. Pour en parler avec nous ce soir, le député PS de la 5e circonscription, PS et apparenté, Gérard Le Seul. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Effectivement, il y a de plus en plus de violences verbales, de violences physiques dans notre société et malheureusement à l'encontre des élus. Oui. Alors, vous êtes député de la 5e circonscription. C'est quoi la 5e circonscription ? Rappelez-nous, faites-nous une piqûre de rappel. Globalement, un peu comme toutes les circonscriptions de France, c'est à peu près 125 000 habitants. Et la 5e circonscription de Seine-Maritime part de la vallée du Cailly jusqu'au pont de Tancarville, longe la Seine. Et donc, nous avons une circonscription à la fois touristique, rurale, industrielle aussi, et un petit peu résidentielle. Une circonscription qui se développe ? C'est économiquement une circonscription qui se développe, qui connaît, comme d'autres territoires, aussi des difficultés. Nous avons à la fois beaucoup de projets industriels, mais aussi des difficultés avec les entreprises de notre territoire. Donc c'est une circonscription extrêmement intéressante, riche par la diversité de sa sociologie, si je puis dire, y compris économique, mais avec toutes les difficultés que notre pays connaît, que ce soit ici en Seine-Maritime ou ailleurs. Et vous prenez le temps de venir nous rejoindre, car vous tenez beaucoup à cet ancrage sur le territoire. Oui, d'une part, c'est la responsabilité du député, comme de tout élu, d'être dans, on va dire, sa circonscription, que ce soit le canton, que ce soit la ville. Vous avez une permanence à Barentin ? Ma permanence est à Barentin. Je me déplace partout dans la circonscription. 70 communes, donc ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup d'associations, beaucoup de mairies à rencontrer, d'équipes municipales. Donc ça nécessite effectivement une forte disponibilité. Oui, mais ça me semble indispensable. A fortiori aujourd'hui, à l'heure où notre démocratie est un peu attaquée, un peu abîmée, parfois agressée, et donc être, j'aime pas tellement l'expression terrain, mais être avec ses concitoyens, dans la discussion permanente, que ce soit au bistrot, dans une association, au repas des anciens, ça me semble le minimum qu'un élu de la République doit à ses concitoyens. Alors pour la petite histoire, quand on a contacté Gérard Le Seul pour qu'il vienne nous rencontrer ce soir, pour qu'il vienne à notre rencontre, à nous tous, il y a votre assistant parlementaire qui m'a dit « Ah oui, mais attendez, mardi soir, mais attendez, mardi, mercredi, il est à Paris. » Vous étiez à Paris ? J'étais à Paris, oui, tout à fait. Et vous repartez à Paris direct ? Et je repars à Paris. Alors j'aurais c'est aimé pas pour des vacances, pouvoir rester, mais je repars à Paris parce que je vais dormir dans mon bureau, parce qu'à 8h demain matin, je siège en commission développement durable et nous auditionnons M. Castex, l'ancien Premier ministre, qui candidate pour être président de la SNCF. Et donc, vu que c'est une candidature qui est proposée par le président de la République, mais qui doit être validée par le Parlement, donc par les sénateurs et par l'Assemblée nationale, eh bien, nous l'auditionnons demain et nous voterons vers à peu près 10h30 pour savoir si finalement, à nos yeux, il sera le prochain président de la SNCF. Et, j'allais dire, 3 petits points. Bon, on verra je ne peux pas dévoiler les intentions. Je pense qu'il a démontré ses capacités de président à la RATP pendant plus de 2 ans. Et donc, en fonction de ses réponses, je pense qu'il est fort probable que nous puissions lui accorder notre confiance. D'accord. Nous aborderons d'autres questions d'actualité tout à l'heure en cours d'émission, notamment bien sûr l'incarcération de Nicolas Sarkozy, pour avoir votre réaction sur l'emprisonnement d'un président de la République. C'est quand même très particulier, mais c'est pas la thématique de notre émission d'aujourd'hui. Vous venez à notre rencontre pour soutenir justement tous ces élus, tous ces maires qui peuvent faire face à ces actes de malveillance. On l'a vu en introduction, ça peut aller très loin. Est-ce que vous, Gérard Le Seul,
vous êtes confronté à ce genre de problème. Alors, je ne suis pas régulièrement confronté à cette violence, mais quand même, puisque j'ai porté plainte il y a maintenant une semaine auprès de la gendarmerie, parce que j'ai reçu des menaces de mort, effectivement, sur mon téléphone de circonscription, celui qui est au bureau. Et puis, je reçois assez régulièrement des lettres anonymes, le grand courage de l'anonymat, m'invitant à la guillotine, etc. Donc, le dernier message téléphonique était inquiétant, même si je ne me sens pas particulièrement menacé, mais le propos était extrêmement explicite sur je vais donc venir... à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Il faut toujours les prendre au sérieux, ces menaces ? Plus elles se répètent, plus il faut les prendre au sérieux. Et moi, je ne suis pas seul. J'ai une équipe qui travaille avec moi. Quand on dit je vais venir brûler ta permanence, je vais t'égorger, etc., le brûler ta permanence, c'est pas que ma permanence, c'est le lieu de travail de mes collaborateurs. Il se trouve que j'ai des collaborateurs qui parfois sont seuls parce que je suis à Paris, à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, je ne peux pas laisser en insécurité, ne serait-ce que psychologique, mes collaborateurs. Et donc... après avoir peut-être un peu hésité, même pas qu'un peu d'ailleurs, j'ai hésité parce que porter plainte c'est pas toujours évident, et je me suis dit ça suffit, vous avez cité en exemple tout à l'heure des drames, et donc on ne peut pas rester dans une situation de menace, de violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit physique, ce n'est pas possible. Vis-à-vis des élus, mais vis-à-vis de tout le monde. Vous avez aujourd'hui les enseignants, des professeurs des écoles qui se font agresser par les parents parce qu'ils ont réprimandé leurs enfants. Vous avez aujourd'hui des forces de l'ordre qui sont aussi agressées verbalement. Donc non, je pense que nous devons, et c'était le sens de ma plainte, enfin de mon dépôt de plainte et de ma communication, puisque j'ai communiqué sur mon dépôt de plainte. J'aurais pu ne rien dire. Je l'ai dit pour une raison simple, stop. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous retrouvions un dialogue, un débat, une relation interpersonnelle. On peut s'engueuler, c'est pas le sujet. Non, parce que vous êtes un bon tribun, vous savez confronter, vous parlez, on échange, on discute. On échange et on peut ne pas être d'accord. Ça ne pose aucun problème. Le désaccord n'est pas un problème. Au contraire, on construit avec tout ça. On peut construire, effectivement, avec le désaccord, mais à un moment donné... Mais respect. Il faut qu'il y ait du respect, et je veille d'ailleurs sur ma page Facebook à ce qu'il y ait du respect dans les prises de parole, mais aussi dans la discussion. À un moment donné, il faut arriver à se calmer et jamais, au grand jamais, passer à une agression, ne serait-ce que verbale. Aujourd'hui, ce soir, avec nous, le député de la 5e circonscription, Gérard Le Seul, pour nous parler justement de ces difficultés que rencontrent les maires, majoritairement les maires. 68% des maires sont touchés. Parmi les actes de malveillance, c'est 68% de maires qui sont touchés, une douzaine de pourcents pour les députés. Donc l'ensemble de nos élus peut être confronté à ces difficultés. C'est notre sujet des mardis de l'info ce soir. Horizon 100.9. Partout en Seine-Maritime. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Réalisation de cette émission, Luc, bien sûr, qui nous accompagne fidèlement pour chaque mardi. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous qui nous écoutez. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Vous le savez, les mardis de l'info, on travaille ensemble sur des thématiques pas toujours évidentes, pas toujours simples. Aujourd'hui, nous sommes sur les actes de malveillance et les violences qui sont parfois exercées sur nos élus. Des élus qui en ont ras-le-bol au point qu'il y a certaines villes, certains villages qui ont du mal à trouver leur maire. Vas-y, présente-toi. Non, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, tu nous connais bien, tu peux y... Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller parce qu'il peut y avoir ces actes parfois difficiles. Ils se multiplient vraiment. Gérard Le Seul, vous qui êtes notre député de la 5e circonscription, vous qui affrontez également ces difficultés. Alors oui, il y a deux choses, de mon point de vue, assez nouvelles. Il y a d'une part une exigence extrême vis-à-vis des élus. Dans plein de communes, vous avez une crotte de chien sur le trottoir, on va appeler à la mairie, on va demander au maire ou on va éventuellement engueuler le conseiller municipal parce qu'il y a une crotte de chien. Honnêtement, ça me semble déraisonnable comme attente vis-à-vis de l'équipe municipale. Et puis vous avez le sujet
bien sûr, de notre émission, la violence. Et de plus en plus, les relations deviennent violentes. C'est parce qu'on ne sait pas se parler ? C'est parce que Je pense que notre société n'apprend plus effectivement l'écoute, la tolérance et le dialogue. Nous avons des séquences, y compris d'ailleurs de discussions très courtes. On est habitué maintenant à manier... J'allais le dire, j'ai passé pour un vieux schnock, mais vous m'avez devancé. Parce que mais à force de travailler ou de regarder Facebook, de scroller pendant... Ah bah tiens, ça fait déjà 2h30 que je suis en train de scroller ce matin. Alors à la fois, ça fait 2h30 que je suis en train de scroller, mais je vois des informations qui ne durent que 2-3 secondes. C'est-à-dire qu'on on passe sur de l'information, on n'y accorde pas nécessairement le temps qu'il faudrait pour la comprendre, éventuellement pour l'interpeller ou l'interroger, et donc on passe d'une actualité à l'autre. Et c'est un peu pareil dans la relation, on parle, on ne prend pas le temps d'écouter son interlocuteur, on ne prend pas le temps d'entendre son argument, et de construire éventuellement un contre-argument, etc. Et donc, chacun est un peu dans son couloir. Ce ne sont plus vraiment des conversations ou des dialogues, mais ce sont des monologues. Et vous, comme élu, vous le remarquez, ça ? On le remarque, bien sûr. Alors, on va plaider coupable aussi. Dans notre propre sphère politique, il y a parfois un manque d'écoute, et vous le voyez bien, parfois à l'Assemblée nationale, etc., dans les altercations. Mais néanmoins, le rôle de l'élu, il est aussi dans la cité. Et moi, je prends un temps, en général, suffisant pour écouter mes interlocuteurs. Pourquoi vous êtes député ? Pourquoi vous avez envie de faire ce chemin-là ? Pour aider mes concitoyens, pour essayer que demain, le monde soit un peu meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Vous savez, je suis un jeune député dans la fonction, mais finalement, j'ai quand même un peu de bouteille, j'ai beaucoup travaillé. Ça peut servir. Comment ? Ça peut servir, un peu d'expérience. Oui, tout à fait. Il y a quelques élus, notamment nationaux, qui auraient mérité d'avoir un peu une carrière professionnelle plus étoffée derrière eux. Peut-être que ça leur aurait permis de ne pas faire les erreurs qu'ils ont commises. Et donc, le dialogue est important dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans la vie associative. On dialogue et on n'est pas toujours d'accord, chacun dans sa famille, avec le cousin, la belle-sœur, le beau-frère ou même le fiston. Il peut y avoir des discussions vives. On n'en vient jamais à l'agression. Ni à menacer votre mère, par exemple. Ni à menacer. Alors, effectivement, là, dans le cas qui me concerne, je vais porter plainte parce qu'il y avait, je vous l'ai dit, des menaces sur ma permanence et donc sur mon équipe, des menaces extrêmement claires sur ma personne, et puis des grossièretés insignes envers ma pauvre mère qui a 90 ans. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ouais. Et nous, citoyens, nous ne pouvons pas l'accepter non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit avec vous là-dessus. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'ai fait ce post sur Facebook, parce que je pense que c'est de la responsabilité de chacun. C'est pas ma responsabilité unique d'élu d'aller porter plainte, c'est notre responsabilité collective et à chacun, face à des incivilités, face à des grossièretés, face à des menaces, d'intervenir pour dire stop. Moi, ça m'arrive fréquemment, un peu moins maintenant, mais parce que je prenais le train très fréquemment entre Barentin ou Rouen et Paris, ça m'arrivait souvent de me lever et d'aller m'adresser à un jeune homme ou à un monsieur en lui disant « Monsieur, je ne vous prie de m'excuser, est-ce que vous pouvez baisser votre musique ? Parce que voilà, ça me gêne, moi je suis en train de travailler, il y a une personne à côté qui dort, etc. » Et à chaque fois que je me levais, je regardais autour de moi si quelqu'un serait capable de venir m'aider. Si jamais ça chauffe. Ça monte vite, hein. Parce que ça peut monter vite. Et donc, il faut toujours rester extrêmement correct, courtois. Et je me suis toujours adressé aux gens le plus courtoisement possible en disant « Monsieur, est-ce que vous pouvez, etc. » Et en général, d'ailleurs, si vous continuez sur ce ton très paisible, très posé, très correct, ça fonctionne. Descendre un petit peu faut pas être trop sanguin, parce que sinon, faut pas être trop sanguin. Et puis parfois, comme tout le monde, on peut aussi s'énerver. Ça m'arrive malheureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas que l'affaire des élus. Ce n'est pas que l'affaire des professeurs des écoles. Ce n'est pas que l'affaire des infirmiers des services des urgences en milieu hospitalier qui rament comme des malades pour leur boulot et qui en plus se font agresser verbalement, etc. Et donc, c'est de la responsabilité de tout le monde. On est dans une queue, on voit une petite agression verbale, on doit pouvoir intervenir et dire « Monsieur, s'il vous plaît, vous voyez bien qu'il y a une... » Voilà. C'est l'affaire de tous. Si nous voulons changer notre société, si nous voulons l'apaiser, c'est l'affaire de tous. Les mardis de l'info sur Horizon, pour vous, avec vous.
Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et ce soir, nous accueillons le député Gérard Leseul, député de la 5e circonscription, pour parler avec nous justement de cette difficulté que peuvent rencontrer nos élus face à des actes de violence, face à des actes de malveillance. C'est juste trop, la moindre menace, c'est juste trop. Monsieur le député, vous avez déjà fait la route, vous étiez à Paris, vous êtes venu exprès pour nous retrouver ce soir. Oui, avec encore plaisir. Une fois, la radio, et j'imagine nos auditeurs, vous remercie d'avoir fait cet effort. N'oubliez pas d'ailleurs que ce soit vous, Gérard Leseul, mais vos autres collègues députés sont à 99,99% extrêmement impliqués. Et je peux vous garantir que leur emploi du temps, c'est quelque chose de colossal. Et c'est pas quelque chose de facile à vivre, c'est un investissement complet. Et quand je vois, par exemple, aujourd'hui, l'incarcération d'un président de la République, qui est aussi une personne qui s'est investie pour la France, qui a peut-être fait des erreurs. Là, je ne suis pas très bien placé pour faire un commentaire là-dessus. Par contre, vous, Gérard Leseul, qu'est-ce que vous en pensez, vous, en qualité d'élu, de voir un président de la République incarcéré ? Je ne peux pas être, on va dire, je peux pas être heureux. Avoir un ancien président de la République incarcéré, c'est pour notre pays, notre République, je ne veux pas dire une honte, mais c'est une déception majeure. C'est une déception majeure, mais le procès de M. Sarkozy a duré de très nombreuses années. Il a mobilisé énormément de magistrats et le dossier est extrêmement fourni et la peine a été prononcée. Et donc, moi, je ne remets pas en question la peine qui a été prononcée. D'ailleurs, M. Sarkozy, lorsqu'il était ministre, appelait lui-même à beaucoup de sévérité dans non seulement les peines, mais dans l'application des peines. Et donc, je regrette en tant que citoyen, en tant que républicain, que nous ayons un président de la République incarcéré, mais je ne conteste pas la décision de justice. Voilà. C'est dit, parce que quand même, on ne pouvait pas passer à côté. Oui, bien sûr. Avec vous avez raison. Prenez l'effort de venir nous voir. Je pense que les élus sont des citoyens comme les autres. Et donc, ils doivent respecter les mêmes règles, les mêmes lois. Et s'ils les enfreignent, eh bien, ils ont finalement les mêmes peines. Moi, si je grille un stop ou un feu rouge, ce qui m'est déjà arrivé, je dois le reconnaître, eh ben, je suis verbalisé, j'ai une amende, voilà, et j'ai des points en moins. Donc, personne n'est au-dessus de la loi. Et je pense que le dossier de M. Sarkozy était suffisamment fourni pour que les juges aient pu prendre en toute indépendance des décisions, certes très sévères, mais voilà, personne n'est à l'abri de. Je vais employer un gros mot, Gérard Leseul. C'est pas un procès politique. Non, ça peut pas être un procès politique. Sur autant d'années, avec autant de preuves, autant de magistrats mobilisés, ce n'est pas un procès politique. Nous pouvons regretter qu'une personne politique emblématique de notre politique française et de notre République, comme un président, soit incarcéré. Mais il a été incarcéré, non pas parce qu'il a été président de la République. C'est pendant sa campagne, il n'était pas encore président, il a utilisé des moyens qui n'étaient pas des moyens légaux. Bon, on ne va pas rentrer dans le fond du dossier, mais ce n'est pas pour sa présidence qu'il est condamné, c'est pour des indélicatesses, on va dire, financières, lorsqu'il était ministre, pour financer sa campagne de président. Alors à propos d'indélicatesse, je suis très surpris de voir quand on regarde la télé, les reportages comme ça, dehors. Moi j'aime bien ces reportages quand les gars ils filment la BAC ou quand ils filment ces 90 minutes enquête et tout ça. J'aime bien ces trucs-là. Je trouve que ça nous donne une petite vision du terrain. Certes un peu parfois faussée. Par contre ce qui ressort tout le temps, c'est que nos policiers, nos forces de l'ordre se font copieusement insulter. Mais, pardonnez-moi, mais ça me serait jamais venu à l'idée de parler mal à un policier. Si le gars me dit, vous vous arrêtez et vous présentez vos papiers, je m'arrête, je présente mes papiers. J'accélère pas et je lui fonce pas dessus.
Vous avez raison, mais c'est la même chose pour les enseignants. Nous avons une société qui a évolué, qui est plus violente de manière globale et qui respecte moins finalement les autorités de manière globale. Mais le médecin, c'est pareil. Absolument. Vous avez des médecins qui se font agresser par les patients parce qu'ils ne délivrent pas l'ordonnance qui était attendue, etc. Donc on voit bien que notre société, dans une certaine mesure, et je le regrette, s'américanise, c'est-à-dire tente ou copie finalement quelques mauvaises séries télévisées où on voit toute cette violence urbaine notamment. Ce n'est pas notre culture française. On ne peut pas la banaliser. Et on ne peut surtout pas banaliser cette violence-là, bien évidemment. Ouais, il faut vraiment avancer. Il y a eu en 2024 quelques chiffres très rapides, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres, mais 2024, 2501 agressions sur nos élus, c'est énorme. Oui, c'est énorme et c'est pas acceptable. De la même manière qu'il n'est pas acceptable d'avoir des agressions, même si elles ne sont pas physiques mais verbales, envers les forces de l'ordre. Vous l'avez dit, envers les pompiers, envers le personnel médical, etc. On ne peut pas banaliser, comme vous l'avez dit. C'est le bon terme. On ne peut pas banaliser la violence dans notre société. Il y a des mesures de protection qui sont nouvelles, qui se mettent en place. Globalement, alors vous avez aussi les violences intrafamiliales qui sont énormes. Si vous discutez avec les gendarmes, puisque nous sommes plutôt en zone gendarme ici qu'en zone police, tous les gendarmes vous diront que c'est leur première activité aujourd'hui, de traiter les violences intrafamiliales. Et donc, à la fois... On sait que une femme aujourd'hui sait qu'elle peut aller à la gendarmerie, qu'elle peut dénoncer la violence qu'elle subit, et qu'elle sera traitée. C'est une très bonne chose. Alors de fait, ça libère un peu la parole, et donc on a, d'un point de vue statistique, un peu plus de déclarations que précédemment. Donc il faut toujours être prudent quand on regarde les statistiques, parce qu'il peut y avoir des phénomènes qui finalement, libérant un peu la parole, augmentent statistiquement. Alors concernant nos élus, les délits. Le pic c'était en 2023, ça a monté très très haut en 2023, et puis depuis 2023 ça descend et ça va un petit peu mieux. Comment ça peut s'expliquer que tout d'un coup on ait ce pic 2023, on sort du Covid, on se lâche, on fait n'importe quoi? Alors, ça peut être ça, effectivement. Le Covid a modifié quand même sensiblement nos comportements, y compris nos comportements dans le monde du travail. Il y a eu le télétravail, il y a eu... Dans l'enseignement, on le voit aussi. Dans l'enseignement, bien sûr. Il y a eu aussi, et on l'a bien vu dans la vie associative, notamment dans les clubs sportifs, des baisses forcément de fréquentation pendant la Covid. Mais les remontées ont été lentes en fonction des sports, etc. Donc la Covid a modifié finalement... Un désengagement du citoyen dans la société ? Alors, a peut-être accéléré, oui, tout à fait, un relatif désengagement qui était déjà amorcé précédemment, mais je pense que la Covid a été un accélérateur pour une raison simple, c'est que la socialisation, elle s'est faite plutôt sur la cellule, elle s'est repliée sur la cellule familiale, y compris sur les violences. Il y a eu des pics de violence pendant cette période-là, bien sûr. Et donc, ça a dû effectivement modifier nos comportements, accélérer peut-être aussi la violence, mais... Là encore, c'est pas parce qu'on peut trouver des explications que c'est justifiable. Donc, on va pas. Alors, j'ouvrais tout à l'heure en citant le cas terrible de Jean-Mathieu Michel, qui lui est décédé, le maire il a été tué, tout simplement. Il faut y aller quand même. Le gars, il décharge sa fourgonnette et il supporte pas d'être pris en flagrant délit. Il fonce sur le maire. Ce brave homme est décédé. Gilles Dussault, qui est le maire de Villeneuve-de-Marne, lui, alors il y a eu des tentatives d'incendie sur son domicile, il sort, il essaye de parlementer avec l'agresseur, et ça va pas du tout, l'autre il monte dans sa voiture, et il essaye, et il réussit, il percute le maire en question, alors que son fils était à ses côtés pour justement défendre son père. Tout se mélange dans ces histoires. Et c'est à se demander, mais il se passe quoi ? Est-ce que c'est une vraie réalité ? Surtout que ça concerne des villages, pas des grandes villes. De loin, je me dis, c'est bon, ça c'est pour Cergy-Pontoise, c'est pour Bondy, c'est pour Villeneuve-Saint-Georges, ils font n'importe quoi, c'est Grigny, la Grande Borde, les Pyramides. Ah non, pas du tout. C'est ici, chez nous, là, à côté aussi, c'est possible. Oui, c'est partout. Ça s'exprime différemment, mais c'est partout, y compris, vous avez raison, au milieu rural, parce qu'il y a une montée de l'intolérance. Avant la violence, c'est l'intolérance, c'est la difficulté à entendre une parole qui n'est pas celle
qui n'est pas la sienne, et qui va éventuellement en contradiction avec sa propre pensée. Et paradoxalement, dans certaines banlieues où vous avez finalement une grande mixité sociale, une grande habitude de la confrontation, et bien finalement, quand je dis de la confrontation, de l'altérité, de la rencontre de l'autre. Oui, c'est pas une confrontation violente. On n'a pas les mêmes origines, d'avis différents, de musiques différentes, de couleurs différentes. Et bien finalement, c'est parfois bien plus pacifié que dans certaines de nos campagnes. Et d'ailleurs, on le voit bien si on regarde la carte électorale entre le vote Rassemblement National, qui est quand même un peu le reflet de cette violence envers, y compris la République d'ailleurs, et bien on s'aperçoit que le vote Rassemblement National progresse en zone rurale, mais ne progresse pas du tout, voire diminue en zone urbaine. D'ailleurs, j'ai un petit... Parce que c'est la question de l'altérité. Et je pense que la tolérance, qui est nécessaire pour vivre dans une société pacifiée, il faut accepter l'autre, et bien ça commence par apprendre qui est l'autre. Oui, et j'avais été surpris, c'est un exemple idiot et personnel, mais on va faire un tour à Paris, on n'y va pas tous les 4 matins, et on se retrouve dans le métro, je ne sais plus où, assez loin, un peu les bras chargés, si vous voulez, avec les mômes et tout. Ils étaient petits à ce moment-là, ils sont grands, mais ils étaient petits à ce moment-là. Et c'était un peu pas pratique, avec la poussette, le machin, on s'en sort pas, on se cogne de partout. Et là, je vois arriver, mais alors, 3 loulous, mais vraiment des loulous, c'était pas des maigrichons, et puis ils avaient pas des têtes sympathiques, Et je me suis dit, oh là, alors j'étais déjà en train de repérer les points de sortie pour me dire, bon, il va falloir réagir, en plus il y avait des mômes. Les gars, ils sont venus. Attendez, monsieur, on va vous aider. Bougez pas. Paf, ils ont pris la poussette, ils ont pris la valise de ma chérie, et puis voilà. Et c'était juste sympa. Ouais, bonnes vacances, monsieur. Voilà. On les connaît pas, et c'était super. Et ça s'est passé gentiment. Mais pendant très longtemps dans nos campagnes, on appréciait la campagne pour tous ces liens de solidarité, de sollicitude et d'entraide. Ça se perd. Absolument. Ça se perd, et c'est pas le problème de la ville, c'est pas le problème des élus, c'est un problème global de société, et je pense qu'il faut réapprendre l'engagement et le regard bienveillant envers autrui. Le député de la 5e circonscription, Gérard Le Seul, est à nos côtés pour ces mardis de l'info, autour de la malveillance et justement de ces incivilités qu'on peut rencontrer face et autour de nos élus. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Et aujourd'hui, nous parlons donc en compagnie du député de la 5e circonscription, Gérard Le Seul. Eh bien, nous parlons de ces difficultés qu'on peut avoir parfois à communiquer, qui vont quand même assez loin, puisque beaucoup de nos élus peuvent parfois se retrouver en situation franchement très compliquée. Je vous l'indiquais tout à l'heure, l'année dernière, 2500 agressions auprès de nos élus, qu'ils soient maires ou députés. Plus particulièrement, les maires sont exposés au point qu'il y a des villages, des endroits où on a du mal à lancer une vocation, où en tout cas certains ne veulent plus replonger alors qu'ils sont compétents, alors qu'il y a un conseil municipal qui les soutient. Mais parfois, c'est trop. Est-ce que ça, c'est une vraie réalité, Gérard Le Seul ? Oui, c'est-à-dire que l'accès de violence que l'on subit, il n'est pas permanent, il est occasionnel en général, bien évidemment, c'est une menace, c'est une engueulade, etc. Souvent, c'est la goutte d'eau de trop. C'est-à-dire que la pression est très importante sur les élus, quelle que soit la taille de la commune. Il y a énormément de techniques à apprendre, d'ingénierie à découvrir, de responsabilités juridiques à assumer, juridiques et pénales, y compris en termes de sécurité. Si si vous allez à l'église et que vous prenez un carreau sur le carafon, le maire est responsable. C'est pour le maire. Donc, pour le maire. Voilà, il y a énormément de responsabilités, y compris les responsabilités économiques, dans un contexte où les budgets sont restreints. Et donc, c'est déjà très compliqué. Il y a une forte pression, il y a une demande très forte et une attente légitime, par ailleurs, des concitoyens d'avoir un service public de qualité, qu'il y ait une manifestation, un coup de main pour le repas des anciens, etc. Donc, le maire, il est tous azimuts, il est multibras, et donc c'est déjà très dur. Il y passe tous ses week-ends, la vie de famille trinque. Alors, si en plus des quelques engueulades, vous recevez des menaces, là vous dites c'est trop, quoi. C'est pas possible. Et donc, vous avez effectivement cette
double pression, la pression du quotidien, parce que la charge de l'élu est une charge importante, et nonobstant les petites indemnités que les élus ont, c'est maigre par rapport au temps qu'ils y passent, et parfois à la rémunération salariée, qui n'ont plus, puisqu'ils se mettent à temps partiel pour beaucoup, etc. Et donc ça, c'est déjà une très très forte contrainte. Et puis vous avez la goutte d'eau, la violence, ça décourage effectivement. En général, quand même, dans la crise de vocation, si je puis dire, c'est plutôt le premier effet. C'est la pression trop forte, trop permanente, latente, parfois un peu démesurée des concitoyens, qui veulent tout de suite, parce que on veut installer la balançoire, il faut que la fibre soit rétablie dès demain matin, etc. Et puis ça fait 3 mois qu'on demande qu'il y ait un ralentisseur. Comment ça, il n'est toujours pas fait, alors que c'est pas de la compétence du maire. Et puis attendez, le ralentisseur, des fois, il est trop... Il est trop, effectivement, mais on avait dit qu'il fallait faire une chicane et pas un ralentisseur. Enfin bon, voilà, tous ces sujets du quotidien que l'on connaît tous et que nos auditeurs connaissent, sont autant de pression au quotidien pour le maire qui doit faire le choix, qui doit décider, parce que c'est aussi sa fonction de décider. Donc il faut qu'il prenne le temps d'interroger toutes les solutions possibles, y compris les solutions techniques, de regarder quand même ce qui coûte le moins cher pour le Donc lui, il est sous pression. Lui, il est sous pression. Et vous aussi, le député. Le député aussi, même si la pression n'est pas tout à fait identique. Moi, on va pas m'engueuler parce que j'ai une chicane qui est pas faite sur la route. On va quand même s'adresser au maire. On vous a envoyé des menaces de mort il y a quelques... Mais oui, parce que c'est symptomatique de cette violence de notre société, et je serais infichu de vous dire si c'est lié aux positions que j'ai pu défendre à l'Assemblée nationale, et j'ai des contradicteurs ou des détracteurs. Mais la discussion, c'est toujours possible. Mais la discussion est toujours possible, et d'ailleurs je réponds systématiquement sur ma page Facebook, parce que je mets de l'information sur les votes, sur les positions que je prends, parce que c'est légitime que je rende compte, et lorsqu'on n'est pas d'accord, je réponds, j'argumente, dans le respect, effectivement, des interlocuteurs. Eh bien, on a une question. Oui, alors vous avez en partie répondu à la question, parce que c'était la question de Claude de Barentin, qui se posait justement, on a toujours l'habitude de dire, les élus... Un message Facebook. Ouais, tout à fait. On a l'habitude de dire que les élus sont hors sol, ils perçoivent des indemnités qui sont relativement élevées, donc vous avez à peu près répondu à ces indemnités, parce qu'effectivement, la plupart du temps, les élus quittent leur travail. Et dans votre cas, vous avez aussi des frais de fonctionnement. Vous parliez tout à l'heure de votre permanence. Donc il y a le loyer de la permanence, il y a aussi les collaborateurs à payer. Et donc tout ça fait partie de l'enveloppe que vous recevez de l'Assemblée nationale, entre autres. Alors oui, il y a plusieurs enveloppes, mais j'invite tous nos auditeurs à googliser indemnité des députés sur Internet, en allant sur le site de l'Assemblée nationale. N'allez pas lire des sites anonymes, etc. Prenez le site de l'Assemblée nationale et vous aurez, je ne sais plus si c'est la fiche 13 ou 17, l'ensemble du régime indemnitaire pour les permanences, parce qu'il y a la permanence, il y a les frais d'essence. Alors, il y a d'ailleurs une certaine inégalité entre les députés, entre ceux qui ont, comme moi, 70 communes et ceux qui en ont 3 parce qu'ils sont en zone urbaine et qui peuvent faire tous leurs déplacements à vélo ou en bus. Mais c'est pas grave, ils ont d'autres contraintes. Le loyer est peut-être plus cher en ville qu'à la campagne, etc. Mais nous avons donc une enveloppe pour nos frais de fonctionnement et nous avons une enveloppe pour payer des collaborateurs. Je précise que dans ces 2 enveloppes, il est impossible de prendre le moindre centime, le moindre euro dans sa poche sans avoir un contrôle, puisque moi je suis obligé d'avoir un expert comptable, et les comptes de l'expert comptable sont vérifiés par le déontologue de l'Assemblée nationale. Et pour être extrêmement sécurisé, j'ai un de mes collaborateurs qui fait la comptabilité. C'est même lui qui a le code de la carte bancaire. Si moi je fais une commande par Internet, je peux pas boucler la commande parce que c'est mon collaborateur qui reçoit le code de sécurité. Tout simplement parce que il faut que ce soit propre. Moi, j'ai été déjà contrôlé à plusieurs reprises. La première année, d'ailleurs, j'ai été contrôlé 2 fois parce qu'on est tiré au sort. Et le déontologue contrôle nos comptes. Et alors, petite anecdote pour faire sourire, c'est que c'est finalement un membre de son groupe politique
qui tire au sort le député du groupe qui va être contrôlé. Comme ça, on peut engueuler personne d'autre que ses propres camarades. Mais nous sommes extrêmement contrôlés. Et puis, nous avons troisième enveloppe, qui est l'indemnité compensatoire d'une perte de salaire pour le parlementaire, et qui, elle, est égale, bien sûr, pour tout le monde. Et encore une fois, vous ne comptez pas votre temps. Hein. Pour précision, quand même, nous payons sur le montant qui me revient, je paye en plus une cotisation à mon groupe politique pour payer des collaborateurs groupe. Donc, l'air de rien. Hein. Mais ça, c'est quasiment comme quand on monte sa propre entreprise. Hein. On sait que derrière, si on facture quelque chose à 100, eh bien dans la poche, il va nous rester quoi, à peu près 35 ? Oui, c'est ça. Hein. Voilà, donc les comptes sont extrêmement contrôlés. Extrêmement contrôlé. Maintenant, il y a une vraie interrogation, et on pourrait en débattre sans fin. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, qui n'a pas tout à fait les mêmes règles, mais ont arrêté un principe que c'était la même indemnité pour tous les députés. Mais vous avez des députés qui étaient chirurgiens, qui étaient avocats, qui avaient des cabinets d'expertise comptable, ou qui étaient avec d'autres revenus, avec d'autres revenus, ou même exploitants agricoles, avec une grosse exploitation, etc. Et donc vous avez des parlementaires pour lesquels le mandat de député est une baisse de revenus. Et inversement, vous avez des professeurs des écoles qui, lorsqu'ils sont élus députés, gagnent globalement 2 fois et demi leur salaire précédent. Donc ce qui est difficile, c'est de mettre en place un système qui soit juste pour tout le monde. Alors, il est juste pour tout le monde puisque c'est la même rémunération, mais certains perdent, certains gagnent. Mais je ne vois pas, pour avoir quand même réfléchi à la question, je ne vois pas d'autres mises en œuvre de système qui seraient justes et équitables. Ouais. Donc, c'est pour ça, faut être aussi par rapport à certains médecins, enfin certaines professions libérales, notamment qui sont. Est-ce qu'il faut traduire ça, Gérard Le Seul, par le fait de dire que je suis député, je suis maire. Alors il n'y a pas de petit maire, il n'y a que des élus. On le dit toujours. C'est d'abord une vocation, c'est une implication dans la société. Je suis citoyen, acteur de ma société. Oui. C'est être citoyen acteur. Moi, je ne connais pas de parlementaires, je ne connais pas de maires qui font ça que pour l'argent. C'est pas vrai. L'indemnité leur permet de vivre décemment, mais globalement, les gens ne font pas ça pour ça. Ouais, et d'ailleurs, ce soir, vous dormez sur un lit de camp. Alors, c'est pas un lit de camp. Quand même pas. C'est un lit qui se déplie dans mon bureau, mais il fait 1m20. C'est pas grandiose, mais en tout cas, c'est pratique. C'est à l'Assemblée nationale. J'ai une petite toilette, une petite salle de bain, enfin une salle de douche. Ça me permet, quand je sors de séance à minuit et demi, d'être dans mon bureau. Je peux dormir sans perdre de temps. Mais ce que je voulais dire, ce qui me semble absolument indispensable, et c'est pour ça que je répondais en premier en disant « Allez voir l'information officielle ». Il faut être transparent. Or, les indemnités d'élus sont transparents. Pour les maires, c'est voté en conseil municipal. Et de toute façon, un maire ne peut pas décider une indemnité autre que celle qui correspond à la strate de population, etc. Donc tout cela est extrêmement réglementé, contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser. Et non seulement c'est réglementé, mais c'est énormément contrôlé. C'est très contrôlé. C'est pas un petit truc comme ça. Les mardis de l'info avec le député de la 5e circonscription, Gérard Le Seul, pour parler pas seulement indemnité, mais surtout pour parler de ces soucis qu'ils peuvent rencontrer, nos élus. Ces soucis de malveillance dont vous avez fait l'objet, dont vous faites l'objet. C'est vraiment pour ça que vous êtes venu ce soir et vous avez pris le temps de venir nous en parler ce soir. Vous avez reçu des menaces qui sont à prendre très au sérieux, des menaces qui vous concernent, vous personnellement, vos collaborateurs et aussi votre famille. En train de discuter. Les mardis de l'info sur Horizon. 19h-20h avec Stéphane Salzman. Mais oui, notre invité. Vous êtes chez vous. Avec Horizon. Mais c'est ça l'avantage des radios libres. Oui, des radios libres et associatives, puisque c'est vrai. Au fait, c'est quoi votre salaire à vous alors Luc. Moi, je suis bénévole. Ah, vous êtes bénévole. Donc, 0 €. Alors, attendez, je vais vous présenter Luc. Vous êtes là tous les combien de temps, Luc? Rappelez-moi. Moi, je suis là, alors déjà avec vous une fois par mois. Voilà, déjà. Je passe une heure. Et vous n'êtes pas avec maman à presque 20 heures, c'est quoi ce travail? Avec maman, mais on ne dit pas ça, voyons. Nathalie. Oui, entre autres. Et donc, le week-end,
Le week-end, je suis là aussi, 9h midi, et puis je suis là demain, 16h30, 19h. Merci. Voilà. Et vous, Stéphane Salzman, vous touchez combien? Zéro, pareil. D'ailleurs, vous me devez une cotisation, monsieur Salzman. Oui, c'est vrai, en plus. J'ai honte. J'ai pas encore payé ma cotisation. Alors, quand même, payer pour faire la radio. Mais enfin, c'est avec plaisir, puisque c'est vrai que ces mouvements associatifs ont une importance vitale dans notre fonctionnement au quotidien, dans notre fonctionnement citoyen. S'il n'y a pas des Luc, des Stéphane ou encore des Alain ou des Julien, on se dit, mais voilà, ou des Brigitte ou des Marie-Pierre, comment est-ce qu'on va faire sans ce tissu associatif qui justement permet ce dialogue, permet de mieux se comprendre. Aujourd'hui, avec toutes ces réductions de budget, on n'est pas très à l'aise, nous. Alors, on n'est pas très à l'aise, y compris pour... alors, concernant d'ailleurs les radios libres, il y a une baisse drastique du budget. On passe théoriquement de 35 à 18, si j'ai bien compris. C'est le moins qu'on puisse dire. Les chiffres. Et donc, nous allons nous bagarrer pour maintenir la ligne. On l'avait obtenu déjà dans la bagarre l'année dernière, mais on devrait tout faire pour maintenir la ligne des 35 millions qui permettent à l'ensemble des radios libres de pouvoir aussi fonctionner, pas pour payer les salaires, mais pour pouvoir fonctionner, avoir de l'équipement, etc. Mais je vous rappelle que pour faire fonctionner une radio, il y a une antenne, il y a de l'électricité, beaucoup d'électricité. Des locaux, des assurances aussi. Bien sûr, et du beau matériel que je peux vous avez vu, c'est joli ici. Mais vous avez raison sur la vie associative de manière plus large, au-delà des radios. Vous savez qu'en milieu rural, l'emploi géré par le secteur associatif avoisine les 25%. 10% au niveau France, 10% du PIB, 10% de l'emploi à peu près, l'économie sociale et solidaire. Mais en milieu rural, c'est 25%. Sans les associations, on ne pourrait pas avoir cette animation, l'ADMR, ce tissu de solidarité. C'est une association. ADMR, Autisme 76, c'est une association. Est effectivement sous forme associative. Les clubs sportifs, les clubs culturels, etc. Mais tout ce qui est aussi, vous avez raison, aide sociale. Aide sociale. On arrive presque au terme de notre émission. On a brossé ensemble, on a fait le tour par rapport à ces incivilités, par rapport à ces menaces auxquelles il faut faire face. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc évidemment, nous souhaitons un bon courage et nous encourageons nos élus à maintenir le cap. Et puis à nous, citoyens de tous les jours aussi, de faire attention à nos propres élus et à ce quotidien. Une question me brûle les lèvres. On sort de notre sujet avant de se quitter, Gérard Le Seul. Le budget, on en est où ? Écoutez, nous sommes encore en discussion en commission des finances et nous allons attaquer vendredi après-midi jusqu'à minuit, samedi 9h jusqu'à minuit et nous reprendrons encore la semaine d'après dans l'hémicycle, c'est-à-dire en séance, pour discuter du budget. Nous avons donc travaillé, c'est pas ma commission, donc moi, pour l'instant, je n'ai pas siégé à la commission des finances, moi je siège à la commission développement durable, aménagement du territoire, mais mes collègues, membres de la commission des finances, travaillent d'arrache-pied sur l'ensemble du texte, ils discutent les amendements, et après leur discussion, l'ensemble peut-être des 577 députés. Je pense que nous serons dans une circonstance un peu particulière puisqu'il n'y aura pas le 49.3, donc le gouvernement ne pourra pas bloquer la discussion, ne pourra pas arrêter la discussion, et donc j'appelle tous les députés à siéger pour pouvoir discuter de tous les amendements. Nous avons une chance dans ce contexte un peu difficile, une chance quasi historique de retrouver du parlementarisme, c'est-à-dire que le Parlement doit parlementer. Merci beaucoup. Gérard Le Seul était notre invité, député de la 5e circonscription, notre député sur le secteur. Tout à fait. Merci beaucoup infiniment d'être venu, d'autant que vous aviez un emploi du temps très chargé et que ce soir, vous n'étiez pas censé être sur la région, mais à Paris, puisque vous avez une très très grosse actualité actuellement. Et de toute façon, on vous retrouve tous les jours via vos permanences. Via les réseaux aussi, on peut vous contacter. Bien sûr, Facebook. Tout à fait. Facebook, c'est le réseau que je fréquente assidûment. Et on peut m'envoyer des commentaires, des questions, je y réponds avec plaisir. Je précise que je réponds personnellement, ce n'est pas mes collaborateurs qui répondent. Gérard Le Seul, merci beaucoup. Luc, merci pour la réalisation de cette émission. Les mardis de l'info, on se retrouve dans un mois. Merci de votre invitation.